Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Bunkercast. Aujourd'hui, le thème principal, on va parler de gestion des risques en entreprise. Aujourd'hui, pour nous accompagner sur ce podcast, on a deux invités De euh, choix, de deux choix, invités c'est de vrai, de choix. choix. Alors bonjour à vous deux, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est David, administrateur système et réseau dans une ESN locale. Donc on fait plein de services pour les professionnels dans le numérique, notamment de la cyber. Et moi j'ai une spécialité du coup cloud et aussi cyber du coup. Voilà. Ok, Moi, c'est Romain, je suis le fondateur de Allcube, une startup à Genèse qui propose un logiciel de gestion justement de la cybersécurité pour les entreprises de petite et moyenne taille. ok, très bien. Et toi, Florian, du coup, on te présente plus, mais Oui, on pourrait quand même un peu, s'il vous allez, plaît. je te laisse te présenter du coup en quelques mots pour ceux qui. Laissez-moi briller un peu. Florian Pitens, je suis le dirigeant de Bunkerity, aussi dit le Bunk, abrégé le Bunk, et très ravi d'avoir deux invités de choix aujourd'hui sur un sujet qui est ultra important. On verra si on déborde ou pas. Bon, on va essayer de On va rester essayer de rester dans les. sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à Tout à dire. fait. On va essayer de rester aujourd'hui sur le thème des entreprises. Moi, j'ai une première question du coup pour vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, mais vraiment simplement, du coup, si vous auriez une définition du Larousse, qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Alors, si je prends le Larousse, donc c'est non composé, non. Non, la cybersécurité, ça va être la base des règles d'utilisation de l'outil numérique. En gros, c'est tout ce qui va être hygiène, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec l'outil informatique, que ce soit le téléphone portable qu'on a à la maison, l'accès à Internet, tout ça, ou tout simplement en entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil informatique en entreprise et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et pour aller plus loin, il y a aussi la partie administrateur que David gère, c'est-à-dire qu'est-ce que les spécialistes peuvent et ne doivent pas faire. Si je prends un exemple, au niveau de l'hygiène informatique, par exemple, on parle beaucoup des mots de passe. Aujourd'hui encore, on en parle, on en parle, on en parle. Typiquement, on ne s'amuse pas à mettre le même mot de passe sur tous les sites web. C'est la base de l'hygiène. Euh, c'est comme si tu prêtais ton caleçon à Florian tous les jours. Ah oui, non, c'est hors de C'est un question. peu moyen quand même. Ouais, Bon, les mots de passe, c'est pareil, ça se prête pas. Voilà. ok, c'est vrai. C'est vrai que si on trouve un mot de passe, du coup, ça serait quand même embêtant d'avoir le même mot de passe pour tout le monde. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Comment t'es au courant pour le caleçon? Parce que je croyais que ça devait rester entre nous, Vincent. On est des Tu experts, l'as du coup, mais balancé. on fait une exception sur les caleçons, c'est vrai. Eh oui. On pourrait dire de la même manière que je vais mettre une porte et des caméras de surveillance et tout ce qui va bien au niveau physique, ben, en cybersécurité c'est pareil, mais au niveau cyber, dans le numérique. C'est comme une maison, c'est vrai qu'une maison, on a toujours une serrure, on a toujours des verrous sur les fenêtres, on a toujours des Exactement. moyens de. Le problème des maisons en cyber, c'est qu'elles peuvent être très nombreuses, interconnectées partout dans le monde, et avec des multiplications énormes suivant le nombre d'interconnexions et de personnes qui sont dessus, quoi. Mm. Mais c'est un peu le même principe, ouais, je pense. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est exactement ça, hein. Si on prend une maison qui n'est pas sécurisée, ça sert à rien. Autant mettre directement une bâche et dormir dehors, ça sera aussi bien. Ok. Alors du coup, on a parlé de protection, les mots de passe. Moi, j'ai une deuxième question du coup pour vous. C'est quelle serait la différence entre une entreprise, qu'elle soit TPE, un freelance qui soit tout seul, ou une grosse multinationale de 500 ou 1000 employés? Est-ce que la sécurité pour ces entreprises, est-ce que c'est la même? Est-ce que ce sont les mêmes outils? Est-ce que ce sont les mêmes solutions? Quelles sont les différences? Alors, je vais commencer et après je te laisserai Vas-y, je t'en prie. développer. C'est la même base pour tout le monde. Ok. Il n'y a aucune différence, que ce soit une petite ou une grosse entreprise. Il y a des choses qu'il faut faire et pas faire. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est le nouveau utilisateur. Tous les utilisateurs de l'outil informatique, l'outil numérique aujourd'hui, doivent respecter des consignes qui sont données par l'entreprise ou le responsable cyber de l'entreprise. Mais même au-delà de ça, en fait, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc ça, c'est vraiment la base. Ok. Après, je vais te laisser développer parce qu'effectivement, en fonction de la taille d'entreprise, on ne va pas attendre la même chose au niveau de la sécurité. Oui, c'est ça, oui. Une base commune, comme tu dis, et puis après le budget qu'on peut allouer à ce domaine-là, quoi, au budget cyber, quoi, d'une entreprise, va pas être le même, effectivement, entre un artisan du coin et Airbus ou Thales, voilà, qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes de cyber, quoi.
qui utilise beaucoup plus d'outils, d'infrastructures qu'il faut sécuriser, de flux, alors que l'artisan va pas avoir les mêmes attentes. Il y a les mêmes besoins, ouais. Mais la base reste la même entre une boîte de une personne ou de 1000 personnes. Ça reste toujours les bonnes pratiques, enfin, comme on a pu dire juste avant. Ok. C'est juste qu'on aura un peu plus de caleçons à Airbus que Effectivement. chez Une histoire de caleçon. l'artisan, évidemment. Effectivement, la consommation de caleçons risque d'être un petit peu plus importante chez Airbus. Oui. Ok, très bien. Et la différence entre le public et le privé, est-ce qu'ils se protègent de la même façon? Bah, déjà, dans le public, il y a des lois. Enfin, il y a le RGS, le référentiel général de sécurité, par exemple. Ouais. Bon, après, on a aussi des choses communes. On a le RGPD. Il faut protéger les données personnelles selon le règlement général de la protection des données. Ça s'applique à la fois au privé et à la fois au public. Ouais. Et après, bon, on va avoir NIS 2. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole Qu'est-ce que c'est, NIS 2? dessus. NIS 2 qui va concerner les deux types d'entités aussi, que ce soit public ou privé. Donc au final, on voit qu'il va y avoir un rapprochement un petit peu des deux, parce que je sois dans le public ou dans le privé, ben, j'ai des données à sécuriser, je dois faire attention à mon hygiène, etc. Enfin, c'est un peu le même principe. Et même parfois dans le privé, bon, évidemment, il peut y avoir des données qui sont encore plus importantes, suivant quelle entité c'est. Enfin, voilà, si c'est des ministères importants, bon, évidemment, il va falloir mettre encore plus de sécurité. Et c'est obligatoire du coup de se protéger? Il y a des... Eh ben, avec l'arrivée de NIS 2, oui, il va y avoir certaines topologies d'organisation, que ce soit public ou privé, qui vont devoir mettre en place des choses. Ça va être la loi. De la même manière que le RGPD un peu, mais le RGPD était très focalisé, enfin, et toujours, il n'est pas mort. Il est toujours focalisé sur les données personnelles. Là, c'est vraiment de la cybersécurité un petit peu plus globale et au sens plus général, quoi. Ok. Alors du coup, moi concrètement, si demain, moi je lance un business, imaginons de e-commerce, j'ai ma petite boutique de vente en ligne, j'ai envie de vendre des caleçons, tiens, toujours le même exemple. J'y connais absolument rien moi sur la cybersécurité. Moi, tout ce que je sais faire, c'est vendre mes caleçons. J'ai ma petite boutique du coup. Comment ça se passe? Quelle est la premier outil? Quelle est la première méthode? Je viens te voir, David. Du coup, tu m'expliques un petit peu mon besoin. Qu'est-ce que tu me conseilles en premier? Ah, j'ai entendu, on m'a soufflé la réponse. Il y a des choses bizarres là qui se Ouais, passent. non, ben déjà, ça va être dans le choix de ton hébergeur. Ok. Déjà, tu vas lancer ta boutique. Donc, est-ce que tu vas utiliser un SaaS, ce qu'on appelle un SaaS, quoi, donc Software as a Service, qui est un outil que tu vas utiliser en ligne qui va tout faire, enfin, qui va pas, non pas tout faire pour toi, mais qui va héberger la solution pour toi, le moteur de ta boutique, Ok. comme Shopify par exemple. Ouais. Voilà, donc là tu vas être dépendant d'eux. euh, et donc du coup la sécurité va se baser vachement de leur côté, de ce qu'ils mettent en place. Ça va pas t'empêcher qu'on t'explique les bonnes pratiques quand même, mettre une double authentification. Ouais, parce que Shopify, du coup, lui, il prend en compte certaines mesures de sécurité. Voilà, c'est ça, sur Mais leur pas tout, ouais. infrastructure. Mais après, toi en tant qu'utilisateur, tu dois quand même, comme on a dit juste avant, c'est toujours respecter les bases Ouais. de la double authentification, d'avoir un mot de passe fort, de pas faire n'importe quoi, de pas cliquer sur n'importe quel mail. Enfin, voilà, de faire attention. Et après, je peux aussi te conseiller de partir en auto-hébergé, où tu vas héberger toi-même ta solution. Et là, tu vas avoir plus de maîtrise, effectivement, sur ta sécurité. Ok. Ça va peut-être dépendre aussi de la taille de ton entreprise, de ce que tu veux faire avec ta boutique, Ouais. de tes besoins, en fait. Ça, j'imagine, de toute façon, on en discute avant. Je viens te voir, on C'est évalue un petit ça, peu mon besoin. voilà. Ouais. Peut-être que pour te lancer, Shopify sera très bien, mais que puis à terme, il faudra que tu passes sur une solution que tu maîtrises plus. Si tu grossis, voilà, tu auras peut-être plus de besoins spécifiques que pourra pas t'apporter un SaaS. Donc en fait, c'est un peu au cas par cas, en fonction Mhm. du besoin de la personne et ce qu'elle attend. Voilà. Ah, bien sûr. Ok. Ouais. C'est Je vrai vais juste rajouter par rapport à ce que disait David, ouais, donc c'est effectivement en fonction de la taille de l'entreprise, de tes besoins et aussi de l'appétence. C'est-à-dire si tu as déjà un profil IT ou tu as des connaissances, tu peux aller chercher des logiciels qui peuvent te permettre d'aller un petit peu plus loin. Ouais.
Le premier réflexe, c'est sûr, pour moi, c'est d'aller chercher un professionnel, au moins le conseil d'un professionnel, c'est le minimum. Ouais. C'est une obligation pour savoir vers quoi se tourner. Et après, il faut aussi essayer d'évaluer, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est pour que ton site e-commerce fonctionne, qu'est-ce que tu vas devoir protéger en priorité, pardon. Est-ce que c'est ton catalogue de caleçons ou est-ce que c'est ta base cliente? Moi, j'ai peur de la Ce genre de choses. concurrence. Il y a énormément de vendeurs de caleçons qui j'ai reçu des menaces dans ma boîte mail. J'ai peur que j'ai un gang des vendeurs de caleçons qui sonne à ma porte et qui me vide ma boutique, qui me hack mon site. Dans ce cas-là, il faudrait les pirater en premier. Il vaut Ok. mieux, il vaut mieux prendre le La meilleure taureau par défense, les... c'est l'attaque. Voilà, exactement. Ok. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Romain, il faut faire aussi attention à quelque chose. Si on part pas sur quelque chose en SaaS, que j'imagine que tu n'es pas développeur, tu t'y connais beaucoup en caleçon, mais pas beaucoup en informatique, peut-être. Malheureusement, non. Ouais. Très bien. Bon, mais de toute façon, on peut pas être bon partout, hein. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Toi, tu as pris le choix des caleçons. Non, tout ça pour dire que on prend un développeur qui va nous faire une super solution, ça marche du tonnerre, tout va bien. Par contre, en tant que client, on est légitime à lui demander des comptes sur l'aspect cybersécurité. Ouais. Essayer de le sonder pour voir s'il a pris en compte cette problématique-là. Essayer de voir si lui, il est déjà sensibilisé à ça, est-ce qu'il a fait un audit, par exemple, de sécurité dessus, etc. Même avant ça, de voir dans le contrat, est-ce que l'aspect cybersécurité C'est est écrit prévu, ouais. dedans, est-ce que c'est au moins documenté, est-ce qu'il a au moins donné quelques éléments. Ça, et puis il faut faire attention parce que souvent en sécurité, on dit qu'il ne faut pas être jugé parti. Parce que très bien, lui, il pourrait nous vendre monde et merveille, mais au final, il nous vend aussi la prestation. Donc peut-être avoir un conseil de quelqu'un externe, ça peut être bien aussi. C'est vrai. Faut C'est essayer vrai. de voir ça, ouais. Faut essayer de voir ça ouais, comme une construction de maison bâtie. C'est-à-dire que dans tous les autres secteurs d'activité ou presque, à chaque fois qu'on commande quelque chose, qu'on fait construire quelque chose, au moment de la livraison, en fait, avant de livrer à son client, on doit vérifier qu'on est bien aux normes de sécurité, aux normes de construction, aux normes... Mm. En informatique, il y a des normes qui existent, mais ce ne sont pas forcément toutes des obligations légales. C'est bien quand on est informaticien, qu'on travaille dans l'IT, de respecter ces normes, parce que c'est des bonnes pratiques, justement, c'est des savoir-faire, c'est ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la sécurité étant un élément plus qu'important en réalité dans la vie d'une entreprise, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment nécessaire au moment où on va aller chercher un prestataire pour faire un site web ou autre chose, de demander entre guillemets des comptes. Ouais, bien sûr. Donc, comme disait Florian, c'est ça, c'est est-ce que lui, il a fait faire un audit de ce qu'il a fait? Donc en gros, est-ce qu'il respecte des normes minimales de sécurité? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de prestataires aujourd'hui sur Internet qui se lancent ou qui se lancent pas, mais qui proposent des sites Internet super merveilleux. Mais derrière, au final, on sait pas ce qu'ils utilisent comme protection. On ne sait pas si on va juste avoir un site qui est très joli et ce sera une porte ouverte à toute attaque ou toute intrusion. C'est vrai qu'il faut aussi faire gaffe là justement là-dessus. Et quel serait du coup le premier un petit peu red flag du développeur un peu non scrupuleux, lequel chez lequel ne pas aller quoi. S'il a pas mis Bunkerweb. Euh, typiquement, ça serait tout simplement comment vous gérez la cybersécurité sur les sites. Donc, ce serait peut-être Poser la la question question la tout plus simplement. simple. Ouais. Ouais, c'est Aller le ça. voir, poser la question. Mm. Et on arrive vite à savoir si la personne elle sait de quoi on parle. Si ça bégaye directement. Voilà, Ouais. c'est cybersécurité, c'est un nouveau jeu vidéo, ou je sais Ouais. pas quoi. Voilà, non. Cybersécurité quoi? Non, c'est important et honnêtement, dans la discussion, on va vite voir si la personne est sérieuse. Tout le monde ne peut pas être spécialiste de cybersécurité. La cybersécurité parle de tous les pans de l'informatique, donc du physique jusqu'au niveau applicatif, si on prend les cours avec le Medal OSI en 7 coach et ainsi de suite. Enfin bref. Et donc tout le monde ne peut pas être spécialiste. Il y a des admins système et réseau. Il y a des développeurs qui doivent prendre en compte cette sécurité-là. Ne serait-ce que, on parlait des mots de passe tout à l'heure avec l'allusion des caleçons, un développeur ne va pas s'amuser à mettre ses mots de passe dans son code qu'il va mettre sur Internet. Mm. Sinon, ça sert à rien. C'est la fenêtre sans verrou, c'est la porte sans serrure. Même pire que ça, c'est la porte avec serrure, mais avec la clé dessus. Ouais. Voilà. Donc en fin de compte, c'est voilà, chaque métier dans l'informatique doit respecter un certain savoir-faire et des certaines normes. Et je pense qu'en tout cas, en tant que client, il ne faut pas hésiter à demander, parce qu'on sait le faire sur le reste.
on est capable d'aller demander des références sur d'autres métiers. Bah, aujourd'hui, pour tous les métiers de l'IT, il faut aller chercher ces références. Ouais, bien sûr. Ok. On parlait tout à l'heure de différents moyens à mettre en place à l'entreprise, ce qui est mot de passe ou ce qui est SaaS. Au niveau des collaborateurs, du coup, est-ce que on n'est pas un peu considéré comme le flic de service, le gars un peu chiant, du coup, qui est toujours là pour mettre des restrictions, qui est toujours là pour vous dire faut faire ça, faut faire ça. Comment est-ce que c'est perçu du coup en entreprise? Euh, oui, tu as raison, oui, oui, on peut être perçu comme ça, oui. Il y a beaucoup encore, effectivement, sont réticents aux mises en place de règles, de normes, parce que ils ont l'impression que ça va les embêter, qu'ils vont perdre du temps, Mm. plutôt plus que voilà. Enfin, c'est plus ça en fait. C'est le matin, je vais perdre du temps, je vais mettre, si j'exagère, 30 minutes à démarrer mon poste de travail et à pouvoir travailler, voilà. Alors que pas du tout. En fait, maintenant, il y a assez de choses. Enfin, ça a assez évolué pour que ce soit assez fluide en fait et non contraignant justement pour les utilisateurs. Ok. Ce qui est difficile, ça, c'est de changer les habitudes, en fin de compte. On a énormément d'exemples, on pourrait faire de l'histoire par rapport à ça, mais à chaque fois qu'on change des habitudes, le premier réflexe, et c'est naturel, c'est un peu de se protéger. C'est-à-dire que c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas dans quoi on va passer, donc on est toujours plus ou moins réticent. Mais globalement, quand c'est bien accompagné, avec de la sensibilisation, des formations, on arrive à démontrer qu'en réalité, ce petit changement peut nous apporter aussi de la facilité de travail, parce que on parlait de double authentification, c'est Ouais. plus simple d'utiliser une application que retenir 150 mots de passe. Ah, bien sûr, ouais. Oui. Amusez-vous à regarder les mots de passe que vous avez sur vos téléphones, aujourd'hui avec les iPhones ou Android. Tous les mots de passe qui sont créés directement par les systèmes d'exploitation sur tous les sites différents. Moi, j'avais fait un test avec plusieurs personnes. On a entre 300 et 500 mots de passe différents. Donc, c'est l'intérêt justement de la double authentification. Ça peut paraître très complexe pour l'utilisateur, mais en général, au bout d'une semaine, à force d'utiliser, ils sont même plutôt ravis. Et Oui, bien sûr. ils adhèrent assez facilement en réalité derrière. Après, là, on parle d'utilisateurs, mais il faut aussi que les dirigeants et les DSI le prennent en compte. Oui. Parce que forcément, si derrière, si la direction n'a pas pris en compte les risques cyber, etc., d'autant plus les utilisateurs vont se dire, bon, ben, tant que la T'as direction raison, oui. tape pas du poing sur la table ou ne prend pas en compte ce risque, Il c'est faut pas que la très grave. volonté vienne effectivement de la Effectivement, direction. ouais. Il faut que Ouais. ce soit, voilà, il faut que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise au Oui. final de faire ça et que arrêter que les dirigeants se disent non mais ça ne touche que les autres. Alors que bon, c'est quelque chose qui, certes, ça coûte de l'argent, il faut le dire, mais ça permet d'éviter d'en perdre beaucoup et de mettre la clé sous la porte, hein. Enfin, ça peut faire très mal, hein. C'est comme un investissement, c'est sûr, hein. Ah, clairement, oui. En général, c'est jusqu'à ce que ça nous arrive, c'est là où on se rend compte qu'au final, on se dit, bah, au final, on aurait peut-être dû dire à nos collaborateurs ou acheter un espèce de petit pack ou dire à Micheline de la Compta de changer son mot de passe. Clairement, et puis en plus on peut le mettre dans la charte informatique. Chaque employé a l'obligation de changer son mot de passe, tout comme elle changerait Oui. ses caleçons, etc., etc. Et après, les personnes peuvent être tenues pour responsables. On peut le voir aussi comme ça, de manière un peu Ouais. obligatoire, de la même manière que bah, je vais pas laisser allumer des choses en partant, je vais pas mettre le feu au bâtiment, ben, je vais choisir des mots de passe qui sont forts, quoi. Mm. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur la difficulté des chefs d'entreprise ou des dirigeants de faire le bond vers la cybersécurité, de faire cet investissement, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est un très gros investissement. Plus on est une entreprise de taille importante, plus l'investissement va être conséquent. Avec cette particularité, c'est que les grosses entreprises ont déjà pris conscience de ce besoin de se sécuriser, donc ils vont faire les efforts nécessaires pour pouvoir apporter un budget pour la cyber. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la cybersécurité, pendant un temps, on parlait c'est un peu comme une assurance, c'est ce qu'on essayait de faire comprendre aux gens. Je trouve que cette idée est plus bonne parce que l'assurance, on a l'impression de payer pour rien. Mm. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas une assurance. On va pas investir pour rien. C'est un vrai investissement. Il faut savoir que C'est une protection même. bah, c'est une survie. En Mm. fait, c'est une obligation pour la survie de l'entreprise. Si on ne fait pas les efforts minimums, on n'est pas forcément la cible d'une attaque parce que c'est moi ou c'est toi qui as créé ton site avec tes concurrents. Les attaques aujourd'hui sur Internet, il y a ce système de sorte de chalut, c'est-à-dire qu'en fait, on va exploiter des failles qui sont communes à différents serveurs, différents sites web.
Et ça peut tomber sur n'importe qui. Ça peut tomber sur une mairie, comme ça peut tomber sur le site de la boulangerie du coin ou n'importe quoi. À la limite, quand l'entreprise est assez grosse et qu'elle a de la trésorerie, ce genre de choses, elle va pouvoir s'en sortir. Personne n'est à l'abri, hein. On voit des trucs tomber comme Microsoft s'est fait hacker. Souvent, on voit aussi les petits artisans qui tombent et vraiment personne n'est à l'abri là-dessus, hein. Non, c'est pour ça qu'en fin de compte, la cybersécurité, c'est une obligation. C'est pas juste une lubie de spécialiste de l'IT. Ouais. Non, c'est une obligation. C'est comme tout le reste. Aujourd'hui, on essaye de ne pas se transmettre des virus quand on est malade. On ne se fait pas des bisous. Bah, c'est pareil. On a les airbags, on a la ceinture de sécurité, on a de l'ABS, on a tout ça. C'est la cyber pour l'informatique, c'est tout ça, c'est tous ces éléments de sécurité qui vont permettre, en fin de compte, s'il y a un accident, de survivre. Mm. L'airbag, on est d'accord, c'est pas parce que j'ai un airbag que je vais pas potentiellement mourir dans un accident de voiture. C'est sûr. Par contre, ça va me permettre d'augmenter mes chances de survie. La cyber, c'est ça. C'est éviter d'avoir un accident, donc un incident cyber, une attaque, et de pouvoir, en fin de compte, reprendre le fil de l'eau derrière. Parce que si on prend juste le côté financier, aujourd'hui, une attaque, on peut estimer que c'est entre 100 et 500 000 euros suivant la taille de l'entreprise et les dégâts, répartis sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on se fait attaquer, on va devoir aller chercher des experts qui coûtent un bras, Une fois que c'est fait, c'est là où ça coûte cher, hein. mais tout l'argent qu'on met pour la remédiation, c'est comme ça que ça s'appelle, donc pour reconstruire nos systèmes, c'est de l'argent qu'on va pas mettre pour investir, pour faire de la communication, pour aller chercher de nouveaux collaborateurs. Et tout cet argent-là qu'on ne peut pas investir dans le business plan entre guillemets de l'entreprise, c'est potentiellement des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de clientèle, des pertes de marché. Donc l'entreprise, c'est pas forcément l'attaque la semaine d'après où on va fermer l'entreprise. En général, c'est dans les 3 ans qu'on ferme l'entreprise. Du coup, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise au niveau cyber? David, qu'est-ce que tu mets en place, toi? Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Comment Très qu'on fait? intéressant. Eh bien, déjà, on commence par un audit. Ok. On a besoin, en fait, nous, quand on intervient, bon, c'est comme pour tous les experts, hein, enfin, on a besoin de savoir là où on va, en fait, sur quoi, où on arrive. Donc, il faut qu'on connaisse le périmètre, qu'est-ce que l'entreprise a pu mettre en place déjà, quelle est sa maturité cyber, en fait, euh, de là où on va partir, pour après pouvoir lui proposer les bonnes solutions. Ok. Donc, on va analyser différents périmètres. Romain pourra en parler juste après. On va analyser différents périmètres, voilà. Et puis après, en fonction des forces et des faiblesses de l'entreprise sur chacun des périmètres, on va pouvoir établir un plan, en fait, pour l'accompagner au mieux sur les points les plus critiques, sur un peu le fil rouge après que va être justement la cyber, parce que c'est pas quand l'entreprise va s'engager là-dedans, c'est une démarche long terme en fait. C'est pour la vie quoi. On est marié après. C'est vrai que les besoins sont différents en fait, suivant l'activité de C'est l'entreprise, ça. suivant les besoins. C'est sûr que Après, les besoins vont sûrement évoluer, donc il lui faudra toujours un accompagnement. on Et donc, s'adapte, ouais. après, nous, on va pouvoir mettre des outils comme de l'EDR, de l'XDR, qui sont des antivirus, avec des systèmes voilà, d'analyse un peu plus approfondis euh, pour, euh, pour voilà, déjà faire une première couche de sécurité, un pare-feu. Si l'entreprise a des applications web, on va mettre un pare-feu applicatif, un WAF, Le fameux WAF. le fameux WAF qu'on connaît un peu. Voilà, Important, ça, je crois. c'est ça. Il me semble. C'est important. Il Grand, me grand semble gourou du que WAF. oui. Oui, voilà. Et donc ça va être plusieurs choses, voilà. Mais la base, on va dire que c'est ce que je viens de dire, quoi. Voilà. Ok. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu mets en place? Alors moi j'ai un profil, avant d'être dans la cyber, j'étais dans une autre branche, mais qui ressemble, c'est toujours la sécurité. Et en fait, bon, c'était l'armée, et en gros, la première chose qu'on apprend, faut se connaître soi-même, faut connaître ses ressources, et derrière, il faut mettre en place une stratégie de défense. C'est-à-dire que pour la cybersécurité, c'est exactement les mêmes principes. Ok. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on a en entreprise, faut connaître, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que je fais comme métier, qu'est-ce que je dois protéger en particulier, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est ce qu'on appelle la valeur métier. Et une fois que j'ai compris ce qu'il fallait que je défende, je vais mettre en place toutes ces protections-là. Et c'est là où effectivement on va mettre des EDR, on va mettre du WAF comme bunker, on va établir des règles de sécurité au niveau utilisateur, au niveau administrateur,
des règles de sauvegarde. Et en fait, on va vraiment établir ces règles-là, mais on peut les établir qu'une fois qu'on sait ce qu'on doit protéger. Donc le premier step, c'est forcément l'audit. Et c'est un audit à la fois réglementaire, on va dire, assez théorique, c'est-à-dire que c'est un audit où on va discuter, on va essayer de comprendre ce que fait l'entreprise, on va essayer de comprendre son métier justement. Et après, on va vraiment en faire un audit. Donc là, c'est ce qu'on appelle les pentests, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce qu'on doit protéger, on voit les protections qui sont en place, on voit si elles sont efficaces ou pas. Donc là, on va jouer un petit peu le pirate, le hacker, et on va aller s'amuser à un petit peu tester ces défenses-là par rapport au métier de la sécurité, que ce soit les pompiers, la police ou les militaires. Ça revient tout simplement à de l'entraînement pour pouvoir être prêt le jour J. Ok. Peut-être un petit complément, mais ça c'est vraiment dans la continuité. Donc il faut savoir ce qu'on a à protéger, comme si je résume ce que vous avez dit. Savoir comment on va s'y prendre. Et ça rejoint le pentest, en fait. C'est vrai que de se mettre à la place d'un attaquant, c'est bien parce que la personne qui vend les caleçons et Thales ou d'autres ou Orange, etc., ne vont pas se défendre de la même manière parce que elles ne se protègent pas forcément contre les mêmes personnes. Bon, même si on a une masse d'attaquants qui est très opportuniste, qui vont ratisser large et qui, en fait, si je schématise dans la vraie vie, ils vont essayer d'ouvrir chaque porte et quand il y a une porte qui est ouverte, ils rentrent. En fait, c'est ça, hein, ils vont bouger chaque poignée et quand la porte s'ouvre, Ouais. c'est bon, quoi. Mais c'est bien aussi de connaître de connaître les risques qui pèsent sur mon entreprise. Parce que voilà, le vendeur de caleçons, peut-être que le risque qu'il y ait une agence de renseignement d'un pays externe qui aille voler son fichier client, il est peut-être minime. Par contre, le risque qu'il se fasse attaquer son site web en ligne ou autre, et qu'on lui demande une rançon, peut-être qu'il est un peu plus fort, légèrement, on va dire. Ouais, bah, bien sûr. Un petit peu probable, on dit. Il y a plus de chances qu'il arrive. Et en plus, ça l'impactera beaucoup plus que si seulement on lui vole des informations, quoi. Mm. J'ai une dernière petite question justement là-dessus pour rebondir à ce que tu dis, Florian. On voit pas mal d'annonces de sociétés, d'entreprises qui se font pirater. Alors, des fois, on voit un tel s'est fait pirater. 2 jours après, on voit, bah, en fait, non, elle ne s'est pas fait pirater. Comment est-ce qu'on peut savoir un petit peu tout ça? C'est quoi ce Far West un petit peu des. Ouais, c'est pas simple. Non, Ouais, je rigole. Si, c'est très simple. Si c'est un des grand sources. groupe, un grand service, normalement, ils vont le démentir si c'est faux. Normalement, ils ont même plutôt intérêt à le faire. Si ça se répand comme une traînée de poudre, bon, ils vont dire attention, là, c'est faux. Mais du coup, Et ça serait eux en amont qui se sont dit, ils se sont fait hacker et après ils démentiraient? non, 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 non. Enfin, si jamais quelqu'un dit, si jamais il y a une rumeur qui dit que telle entreprise s'est faite pirater et que la rumeur se répand, l'entreprise a plutôt intérêt à démentir, à Ouais. dire non, c'est faux. Si c'est faux, effectivement. Et puis après, on a quand même des lois. Enfin, si on reprend l'exemple de Free qui s'était fait, qui avait subi un data leak, donc des données qui ont fuité, dans le RGPD, il y a quand même un article qui dit qu'on est censé prévenir les utilisateurs, comme quoi les données ont fuité, etc. Donc, et puis ils ont aussi tout intérêt, même si c'est le cas, à faire un communiqué de presse et à prévenir comme quoi ils se sont fait pirater, mais qu'ils ont su mettre en place la remédiation, comme tu disais Romain, qu'ils ont pris le problème à bras le corps, qu'ils l'ont détecté et qu'ils ont tout corrigé, quoi. Oui, c'est très Normalement, c'est important, ça. je pense, de ne pas dissimuler. Que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, de, de communiquer, en fait, de communiquer là-dessus et de pas rester dans son coin tout seul, isolé, à essayer de dissimuler ce qui se passe. C'est là justement où ça va être encore plus pénalisant pour l'entreprise, Ah, bien sûr, parce ouais. que ça finira sûrement par se savoir et ça peut faire beaucoup plus de dégâts après sur la réputation de l'entreprise, justement. Exactement. Ouais, faut savoir que bon, la communication est toujours très compliquée en situation de crise. Bah, on Euh, n'aime pas ce- montrer ses faiblesses, en fait, c'est c'est ça, hein. Oui. déjà, ouais. Mais Et il y les a caleçons non plus. Pas trop les montrer. faut savoir qu'en France, il y a un statut particulier, c'est le statut de victime. Pour pouvoir bénéficier de ce statut de victime quand on se fait attaquer, il faut porter plainte dans les 72 heures. Ok, Donc, intéressant. quand on se fait vraiment attaquer et qu'on subit vraiment une attaque, faire après de la communication pour dire que non, on n'a pas été attaqué, ce genre de choses, ça c'est un choix stratégique de l'entreprise dans sa communication. Cependant, porter plainte, et quelle que soit l'entreprise ou même la, la personne qui se fait attaquer, Ouais. il faut porter plainte dans les 72 heures. Donc il y a une solution maintenant, c'est 17 cyber.
pour faire un peu de pub pour ce que l'État a mis en place avec la police et la gendarmerie. Ça permet en fait de porter plainte en quelques minutes, en tout cas une pré-plainte, pour justement se protéger et ne pas subir la foudre derrière de la justice, parce qu'on n'aura pas prévenu l'INPI par exemple pour les fuites de données, on n'aura pas respecté les règles RGPD, parce qu'il y a des règles effectivement, ces règles ne sont pas forcément toutes lois, donc bon, on va pas faire de droit aujourd'hui, mais je suis pas un spécialiste dans le droit, mais globalement, c'est fait en sorte pour aider les personnes qui sont victimes, pour pouvoir aller chercher l'aide nécessaire pour se protéger au niveau informatique, mais aussi financier, parce que derrière, on va pouvoir débloquer des aides au niveau des assurances, des banques, et ainsi de suite. C'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Mais Très, très important, juste une précision de porter plainte, parce qu'on le voit quand même, il y a la police et la gendarmerie qui sont montés en puissance sur ça. Il y a beaucoup plus de communication entre les différents services, notamment européens. Donc, parce qu'évidemment, les criminels, ils s'en foutent de toucher spécialement un pays ou pas. Enfin, on va dire que les cybercriminels, ceux qui cherchent l'argent à tout prix. Et donc, porter plainte, c'est très bien parce que plus il y aura de personnes qui portera plainte, eux, ils vont pouvoir enquêter, ils vont pouvoir relier ça à des groupes d'attaquants. Et si jamais il y a un groupe d'attaquants qui revient trop souvent, ils vont essayer de les arrêter, quoi. Et on l'a vu déjà à plusieurs reprises, ça marche aussi. Ok. Il y en a quand même qui se font arrêter. Ils se sont fait tomber comme ça, ouais. Donc ça, c'est le premier réflexe. Imaginons une entreprise se fait pirater. J'imagine les boutons rouges clignotent de partout. Annonce, alerte, on a eu une fuite de données. Comment réagir? Le premier réflexe, du coup, c'est de porter plainte? Alors avant, c'est se mettre à quatre pattes dans un couloir et pleurer. Ok. Non, justement, faut pas. Faut essayer de garder son calme au maximum. Ouais. C'est un métier, la gestion de crise. Ce sera peut-être un sujet qu'on pourrait aborder plus tard. En attendant, voilà, faut porter plainte. Il faut surtout savoir, en tout cas assez rapidement, ce qui a été attaqué. Donc là, faire appel à des spécialistes, à des entreprises. Par exemple, si vous travaillez déjà avec une ESN, avec David, bah, typiquement, c'est appeler David et dire bah, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au Est-ce que secours, tu peux David. m'aider et C'est voilà. ça, oui. Et En tu fait, C'est toi qui viens à la descends, rescousse. En fait, ouais, tu descends la rampe de pompier, c'est ça? c'est ça, voilà. Et en 30 secondes, on est sur site, n'importe où. Non, mais oui, en fait, c'est important de savoir c'est- qu'est-ce qui est en train qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. On peut se faire pirater et s'en apercevoir 3 jours après, par exemple, ou même plus, parce que On peut même ne c'est- pas s'en rendre compte, non? on ne peut même ne pas s'en rendre compte si, dans le cas d'un ransomware, on s'en rend généralement compte, parce que ça touche les serveurs, enfin Bah voilà, là, faut donc payer un moment, donc. voilà, donc et les ordinateurs, donc là, on s'en rend compte. Mais effectivement, si quelqu'un vole des données dans votre entreprise, vous ne pouvez ne pas le savoir en fait. Mhm. Ça peut passer inaperçu. Même une fuite de données, ouais, c'est vrai, C'est une fuite ça. de Donc clients. Ouais. en fait, c'est d'où tout l'intérêt justement d'être accompagné pour mettre en place des collectes de signaux dans l'entreprise, du SIEM comme on peut appeler, pour collecter des logs de différentes applications, pour justement avoir bon, dans les gros groupes un SOC comme on dit. Security Operation Center pour vraiment une équipe qui est dédiée à collecter tout ce qui se passe sur l'activité en fait réseau et sur l'infrastructure de l'entreprise Mhm. pour, euh, pour justement réagir au plus vite et détecter si quelque chose se passe en fait. Ouais. Typiquement, si le samedi à minuit, il y a des centaines de gigaoctets de données qui transitent sur le réseau, Voilà. il y a peut-être un problème. Peut-être qu'on est en train de me voler mes caleçons, quoi. Tout à fait. Ok, ok. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a on a fait le tour. C'était un sujet très intéressant. Vous avez peut-être d'autres choses à rajouter là-dessus? Ouais, Non, tout à fait. on pourrait peut-être se faire un petit top 10, des top 10 Le starter pack? Ouais, un starter pack à mettre en œuvre directement, peu importe. Mais En fait, commençons l'un en après termes. l'autre, hein, je vous en prie. Ouais. Allez-y. Eh ben, je vais commencer et je vais dire utiliser de bons mots de passe et même plus que ça, utiliser un gestionnaire de mots de passe. Tout à fait. Ouais. Non, Moi, mais dans ce important. cas-là, Moi, je passe mon tour, hein, c'est vous les Ouais. experts. Hein. Bah, dans ce cas-là, quand on est une entreprise, ben, on va on va aller chercher une expertise. Et si on n'a pas les moyens, on va aller chercher mon logiciel, mon SaaS, donc Allcube, qui va permettre justement de faire ses premiers audits, ses premières choses à mettre en place, donc l'audit et le plan d'action derrière. Et puis après, je pense que c'est pas mal d'aller voir des techniciens pour mettre en place tout ce qui est sécurité au niveau des serveurs,
des sites et ainsi de suite. Donc là, c'est plus votre partie. Ouais, mais du coup, je tiens les comptes, on en a 3, parce que tu as dit à la fois utiliser des bons outils pour la gestion, tels que On avait dit Allcube, mais plus la partie prestataire, effectivement. Donc T'as ça, parlé de package, hein. Moi, j'offre un package. effectivement. Non, c'est vrai, il faut avoir les bons Ouais. outils et les bonnes personnes, si on doit résumer. Moi, je dirais la MFA. la MFA. Ouais, la MFA, donc multifactor authentification, la double authentification en français, quoi. Très important, je pense. On le met beaucoup en place, on le met de plus en plus en place parce que toutes les entreprises n'ont pas encore ça en place, malheureusement. Et ça protège quand même vachement bien, ça réduit quand même vachement le risque côté utilisateur, compromission de compte et la gestion des droits qui va avec. Donc la bonne gestion des droits de l'utilisateur, qu'il ait les bons droits pour les bons accès. Les sauvegardes aussi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on le mettrait pas en numéro 1? Non, après, Oui, on n'a oui, oui, on oui. n'a pas dit qu'on tenait l'ordre, mais effectivement, toujours avoir une sauvegarde. Tester aussi la sauvegarde, parce que bon, c'est bien beau, on se dit, tiens, j'ai mis en place une sauvegarde, c'est magique, elle se fait tous les jours à minuit, j'ai une rotation sur 15 jours, mais si personne ne l'a testé, Mm. le jour où ça va pas, ben, est-ce que je peux la remettre en œuvre ou pas? Donc ça, c'est très important, ouais, je pense. Sauvegarde. Ouais. Et après, bien sûr, la sensibilisation et la formation. Moi, je mets ça dans le même panier. Donc, sensibilisation des utilisateurs et la formation des utilisateurs et des administrateurs aussi. Du coup, l'anti-spam. Oui, l'anti-spam avec des solutions comme Mail in Black, par exemple, une solution française. Bon, je fais un peu de pub pour eux, mais je suis pas, Mais soutenons le je suis français pas de toute façon. subventionné. Mais oui, effectivement, c'est une entreprise française qui a une bonne solution d'anti-spam, qui fait pas que ça, qui fait même gestionnaire de mots de passe aussi maintenant, qui fait plein de choses. Donc important aussi, ouais, important. Bon, dans ce cas-là, on peut parler du WAF quand même. Si Bien j'ai un sûr. site e-commerce, si j'ai des solutions qui sont en ligne et qui sont très importantes, si je suis développeur, que je fournis des solutions web à mes clients, il faut que je les protège. Donc je peux utiliser un WAF, de préférence souverain, tant qu'à faire. Et pourquoi pas qu'il soit auditable, ça serait encore mieux. Et open source. Et open source, je crois que j'en ai un en tête, je crois. Oui, il me semble. Je pense qu'il s'appelle Bunker Web, je crois. Mais Comme le Oui. podcast, bizarrement. Ouais. c'est bizarre, Il ouais. cale un peu beaucoup. Ok. Bon, on a vu quand même du coup comment se protéger. On a discuté quand même de pas mal de petites choses. On a vu comment ça se passait quand une entreprise se faisait hacker. On a surtout vu aussi comment se protéger. Merci en tout cas à vous d'avoir eu cette discussion avec nous. C'était très intéressant en tout cas là-dessus. Merci de l'invitation. Merci Vincent. Effectivement, merci pour ta belle animation. Et bah écoutez, de rien. Merci à vous, ça va être difficile de faire mieux, je pense. On a quand même passé un step, un gap avec vous deux. Donc, Je pense, ouais. Ça va être les très autres, dur ouais. pour les grosses pressions sur les prochains, là, je pense. Exactement, ouais. Après, les bons films n'ont pas forcément de suite. Hein. Bien joué. On va avoir d'autres suites. En tout cas, on a pas mal d'autres bunkercast de prévus, pas mal de petits invités. On verra quel est le meilleur. On laissera du coup la communauté un petit peu réagir avec le nombre de likes. N'hésitez pas à montrer votre favori. Moi, j'ai beaucoup en tout cas aimé celui-là. C'est le premier avec nos invités, donc forcément, je peux dire que c'était mon préféré. Merci à vous. Écoutez, on va se retrouver du coup pour un prochain Bunkercast. Et puis, restez safe in the bunker, quoi.